Tu as une euphorie pendant les jeux, après les jeux ça s'arrête, tu te questionnes, tu te dis mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu es au-delà du ring? Le sport de haut niveau, ça génère beaucoup d'argent. Pour qu'une nation ait envie d'investir sur toi, il faut que tu montres que oui, il y a du potentiel. Quand j'ai commencé à dire écoute, si tu veux que je vienne intervenir, c'est temps, il y a beaucoup de gens qui étaient offusqués, tu vois. Alors que quand j'ai des amis hommes qui vont faire la même négociation, ah oui, ok, let's go. Ça, c'est réel. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Marine, ça va ? Ça va et toi, Franck ? En forme ? Très en forme dans ces premiers jours ensoleillés de mars. Marine, je te reçois parce que tu es une boxeuse olympique malienne. Tu as aussi fondé des associations dont on reparlera. Tu te définis comme une entrepreneuse à impact, notamment en créant des ponts et des liens entre le ring et l'entreprise. On y reviendra. Aujourd'hui, j'ai envie de comprendre comment, en tant qu'athlète, on peut avoir ce parcours olympique, créer ensuite des associations dans un second temps, et puis vouloir penser à sa carrière professionnelle, en plus de sa carrière d'athlète. Comment on navigue dans ces différents univers? Qu'est-ce que le sport nous apprend qu'on peut transférer à l'entreprise? Comment on peut s'épanouir en tant qu'athlète dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ça te va comme thème pour Bien aujourd'hui? sûr, c'est un peu tout ce qui caractérise, je pense, mon expérience post-olympique. Donc avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Marine? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine Fatoumata Colette Camara. Je suis la première femme malienne à m'être qualifiée en boxe olympique aux Jeux olympiques de Paris 2024. Au-delà de ça, je suis athlète et entrepreneur. Et comme tu l'as dit, j'utilise mes outils de référence qui sont la boxe anglaise, plus d'autres choses que j'ai apprises sur mon chemin pour proposer des solutions à la fois à la vie en société, mais aussi au monde de l'entreprise. Pour revenir un petit peu, pour commencer, tu as un parcours sportif, donc de boxeuse olympique, mais avant les Jeux olympiques, tu boxais depuis combien de temps? J'ai vu que tu avais gagné un titre au Maroc en 2019. C'est ça. Donc j'ai commencé la boxe anglaise à l'âge de 13-14 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 31 ans, donc ça fait plus de la moitié de ma vie. Mais j'ai pas toujours été athlète de haut niveau à 100% parce que j'avais d'autres choses à côté, notamment les études qui me passionnaient, notamment des événements de vie qui ont fait que le ring, c'était pas nécessairement toujours la priorité. Et je dirais que c'est à partir de 2019 où j'ai vraiment décidé de m'engager à fond dans le sport de haut niveau. Et donc 2019, c'est là où j'ai commencé à rejoindre aussi l'équipe du Mali et donc à performer sur la scène internationale pour les représenter. Toi, tu as grandi au Mali? Alors pas du tout. J'ai grandi en France, dans la diaspora malienne, et le Mali, j'en parle très peu, mais je l'ai connu qu'en réel, hein. Ma première visite au Mali, c'était en 2022, en juillet 2022. Donc c'est tard, hein. C'était, j'avais peut-être 27 ans, donc pour la première fois que j'ai mis les pieds là-bas. Et tu décides de t'engager pour le Mali parce que c'est quoi? Tu une révélation? C'est ton pays de cœur? C'est ta culture? Je suis franco-malienne, donc j'ai mon père qui est malien, ma mère qui est française. Pour moi, représenter le Mali, oui, c'était un choix du cœur, c'était mon choix à moi, même s'il y a peu de gens qui l'ont compris au début. C'était la volonté de me rapprocher de qui j'étais, donc une enfant métisse qui a grandi en France, mais qui avait cette envie de connaître un peu mieux d'où vient son père. Et finalement, cette trajectoire sportive, elle s'est un peu transformée en chemin de vie, parce que grâce à ça, j'ai découvert qui j'étais et d'où je venais, vraiment. Donc j'imagine que tu regrettes pas du tout Pas du tout, ouais. ce Non, c'était vraiment mon choix, quoi. ce choix-là. Et Rabat, 2019, comment ça se passe là? Tu as déjà combien d'années de boxe derrière toi? Tu boxes dans quelle catégorie? Un petit peu comment ça se passe? Donc pour ceux qui connaissent bien la boxe, j'ai boxé en poids plume, donc moins de 57 kilos, donc de 54 à 57 kilos. À cette époque-là, 2019, j'ai commencé la boxe en 2010, mais j'avais vraiment commencé à reprendre à partir de 2016 parce qu'avant ça, j'étais à l'étranger. J'étais notamment aux États-Unis, j'ai aussi vécu au Cambodge, donc j'étais plus centrée en fait sur les études. Et disons que c'est en 2017-2018 que je me dis: «OK, pourquoi pas
reprendre le sport de haut niveau et let's go pour l'objectif olympique avec le Mali. Tu dis que tu étais aux États-Unis, au Cambodge, c'était dans le cadre de tes études? Exactement. Donc, moi, j'ai fait une licence en ingénierie économique et financière à Paris Dauphine et qui s'est soldée par une alternance aux États-Unis, donc, à Wall Street en banque d'investissement. En ces 3 années-là aussi, j'ai aussi fait, un stage en innovation et start-up, enfin dans une institution de microfinance, au Cambodge et seulement après, bah, quand je suis rentrée en France pour, me consacrer un peu plus au sport et prendre une autre, tournure. Et j'ai l'impression que tu fais un grand écart, énorme entre, la banque d'affaires aux États-Unis et bah, là d'où tu viens, enfin, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir, quoi. Ouais et ce qui est drôle, c'est que c'est la boxe qui m'a amenée vers tout ça. Parce que, bah, typiquement, en gros, quand je suis allée aux États-Unis, c'est vrai que c'était difficile d'avoir du réseau, surtout quand tu es une jeune Française qui sort un peu de nulle part et figure-toi que c'est dans une salle de boxe, en fait, que j'ai trouvé mon alternance dans une banque. Parce que, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que tous les financiers de New York font de la boxe. Je pense que pour eux, c'est une manière d'extérioriser la tension, de se reconnecter à eux-mêmes, mais une salle de boxe, bah, pour tous les jeunes qui sont là, qui m'écoutent et qui aimeraient trouver peut-être un Faites stage de en la boxe, finance, en fait. inscrivez-vous à la boxe à New York Mmh. parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Mais tu trouves cette alternance parce que tu fais de la boxe à New York ou c'est en France que tu l'as? Non, je fais c'est à New York. En fait, moi, j'ai une tradition, c'est à chaque fois que je vais à l'étranger, je trouve une salle de boxe. Parce que c'est un repère, c'est souvent les lieux que je maîtrise le mieux, où je me sens le plus à l'aise. Donc à chaque fois que je vais dans un lieu, que ce soit pour 2 semaines ou plus, je me dis: «OK, je vais faire un stage en boxe». Donc c'est ce qui se passe. Et là-bas, j'étais là-bas depuis peut-être, 1 mois au Mendes Boxing. Donc c'est une des plus grandes salles de New York, où j'ai pu voir défiler des champions comme Terence Crawford, comme, Hank Lee et cetera, comme Victor Postol et cetera. Et un jour, je m'entraîne. Moi, je suis quelqu'un, bon, de très travailleur, donc je m'entraîne dur, je suis à chaque fois à fond et il y a un vieux monsieur qui vient me voir, et qui me dit: «Marine, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis?» J'ai appris que tu cherchais une alternance et au début, je lui dis: «Oui», mais moi, quand je le vois, bah, je le connais pas tant que ça, je le vois que tu sais, que c'était le coach des enfants et des mamans, donc il venait à la salle, il passait un peu son temps là et cetera et quand je lui dis ça, il me dit: «OK, je t'embauche lundi prochain». Et je lui dis: «Mais comment ça, tu es juste coach entre guillemets?» Mmh. parce qu'en France, on a plutôt cette histoire, cette vision, tu sais, du coach, Tu fais que ça? qui fait que ça ou qui travaille après son travail, mais voilà. Et là, il me dit: «Non, non, mais je suis aussi, trader en finance, en fait, donc écoute, si ça t'intéresse, je serais trop heureux de travailler avec toi». Et c'est là où j'ai dit: «OK, let's go». À l'américaine, en À fait. l'américaine, en fait. En se basant juste sur un ressenti, sur, OK, peut-être qu'il a vu, mon acharnement sur les rings et il s'est dit: «Bah, je peux te retransmettre ça dans la vie». Donc voilà, il m'a donné ma chance. Et il savait que tu étais, à Dauphine, Pas en du é tout, pas il du tout? savait OK. rien du tout. Enfin, il s'en doutait parce que, bah, forcément tu te présentes un peu. Bon, j'avais déjà quelques bases en finance, mais après il m'a vraiment donné ma chance juste en me voyant sur le ring, quoi. Ah, c'est énorme. Ouais. Et tu faisais quoi? Tu faisais du trading aussi, dans Je cette faisais un banque? peu, voilà, trading, tout ce qui était brokerage et cetera, donc démarchage client, analyse des flux financiers, heu, essayer de faire de la prospection et de la projection pour voir, bah, sur quelle, partie conseiller les investissements et cetera, donc c'était très, très enrichissant. Tu finis cette alternance aux États-Unis et ensuite tu fais quoi? Tu rentres en France ou il y a le Cambodge? Non, le Cambodge, c'était un peu juste avant, c'était C'est juste juste avant. En avant? fait, j'avais fait une grosse année, j'avais enchaîné un stage d'été au Cambodge pendant 3 mois. J'étais rentrée en France, j'étais rentrée dans cette licence en finance. Ensuite, je fais 6 mois aux États-Unis, même 8 mois et après je reviens en France. Là, je me rends compte que le monde de la finance, c'est super intéressant. J'aime beaucoup l'outil parce que, bah, ça t'enrichit, c'est ultra dynamique, c'est même ça te pousse, ça te challenge, mais que par contre, l'environnement dans lequel il s'inscrit, bah, c'est un monde, tu sais, un peu plus, bah, masculin, très orienté profit et cetera. Ça me correspond pas tant que ça et que j'ai besoin de rajouter un peu plus, tu sais, d'humain et de sport et je me dis: «OK, j'ai quand même fait mes grandes études, maintenant j'ai envie de vivre pour moi et j'ai envie de me recentrer un peu plus sur le sport parce que c'est ce qui me fait du bien». Très clair. Je comprends qu'il y a cette partie, études qui se développe un petit peu en même temps que ta progression sportive. Il y a les jeux, il y a pardon, il y a Rabat en 2019 Mmh. et ensuite tu te dis: «La prochaine étape, c'est les Jeux olympiques?» C'est ça. Ben je pense qu'avant ça, j'en rêvais un peu des jeux, tu sais? Je me disais: «J'ai trop envie de le faire, mais je sais pas nécessairement comment y arriver».
parce que, je venais juste de rentrer en équipe de Mali, il y avait rien de concret et en fait, une fois que je fais la médaille, là, tout d'un coup, tu passes de boxeuse à boxeuse d'une nation, tu passes de boxeuse à espoir olympique et là, forcément, tout s'aligne et les gens te poussent parce qu'ils y voient un intérêt, ils y voient, quelqu'un qui a du potentiel et tout le monde se met derrière toi. Je dirais que c'est ça, ouais. C'est la médaille à Rabat? Bon. Ouais, suite à la OK. médaille à Rabat, ouais, ouais. Et pour ceux qui sont un peu moins familiers avec la boxe, féminine, dans cette catégorie de poids, il y a beaucoup de compétitions. Hem, est-ce que c'est un peu la catégorie reine pour les féminines Non. ou non? C'est pas encore à ce moment-là parce que, il y avait que ce qu'il faut savoir, c'est que la boxe olympique féminine est arrivée aux Jeux en 2012. Donc avant ça, là, c'était seulement les 3e jeux olympiques, 2020. Il y avait eu 2016 en amont, et les catégories reines, c'était les 3 sélectionnés, à savoir les 51, les 60 et les 75. Et c'est à partir de Tokyo qu'on va justement rajouter 2 nouvelles catégories qui sont les 57 et les 70, je crois. Enfin, c'est voilà, ça fait cin on passe de 3 à 5 et donc là, pour nous, c'est une jeune catégorie, mais avec du super niveau et surtout, c'est une catégorie qui est un peu différente, des autres parce que, dans cette caté, la plupart des boxeuses sont longillignes, elles sont plus, stylistes que, trapues et agressives donc Styli c'est styliste? styliste au sens de, c'est très technique, c'est une catégorie très technique, il y a beaucoup de détails, de stratégie par rapport aux d'autres catégories où tu as plus de volume, plus d'engagement. Celle-ci, je trouve qu'elle est plus tactique, C'est de tu vois? l'escrime? C'est de l'escrime, exactement, plus que les autres. Je comprends. Et pour cette préparation olympique, tu trouves un peu des sponsors, des gens, pour t'accompagner? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu bosses aussi en même temps? Mais c'est quelque chose qui peut surprendre les gens, mais j'avais pas de sponsor, j'avais un club et ça s'est fait comme ça, en fait. Ça a été un peu pas du bricolage, mais déjà, je viens d'une nation où il y a pas nécessairement cette culture de la performance, surtout que la boxe n'était plus olympique depuis plus de 50 ans. Donc quand je suis arrivée, ça a un peu pris tout le monde de court aussi. Je pense parce qu'il y avait pas, c'est quoi faire un athlète olympique finalement? On l'avait un peu oublié au Mali. Donc c'est moi qui ai dû porter, pas mal de responsabilités sur les épaules. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais dans une structure internationale au Portugal, donc c'est pendant 2 ans et demi là-bas que j'ai préparé les Jeux, où on s'entraînait 3 fois par jour. On avait accès à des nutritionnistes, préparateurs mentaux. On avait, mon coach, Bruno Carvalho qui, gérait tout ça, la planification olympique et qui nous faisait, qui qu'on devait juste suivre finalement. Donc c'est comme ça que ça s'est préparé, avec peu de financement. Moi, j'avais mis des économies de côté, donc j'ai beaucoup aussi investi en fait dans mon projet olympique et après j'avais une bourse, olympique, mais c'était pas suffisant pour, nécessairement, performer. Donc ça m'a demandé d'aller chercher de l'aide, ailleurs. J'ai plutôt compté sur, des mécènes personnels, des amis, des gens qui ont vraiment voulu participer à ça, que ce soit par des dons, que ce soit par, le partage de compétences et cetera. Donc c'est un peu un chemin qui s'est fait, à travers le cercle proche, je dirais. Mmh. Parce que de l'extérieur, on se dit: «Bon, c'est des athlètes olympiques, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont, les coachs, les nutritionnistes, les kinés, tous les déplacements». Mais en fait, sur des sports qui sont un peu moins exposés, médiatiquement, Mmh. finalement pas tant que ça. Parfois, il faut un peu se débrouiller, soi-même. C'est ça. La boxe, encore plus la boxe féminine, même si là, ça commence à un peu émerger, on le voit avec la boxe pro, avec les Cathy Taylor et les Amanda Serrano. OK, ça arrive, mais avant ça, oui, c'est un sport qui est un peu, mis de côté, qui n'est pas assez valorisé et c'est un sport très difficile parce que je pense qu'en tant que femme, déjà, on doit se battre sur le ring, mais on doit aussi montrer à nos institutions qu'on mérite notre place, en fait, parce que, c'est que des jeux d'intérêt, en fait. Donc il y a tout ça, ouais. Des jeux d'intérêt? Jeux d'intérêt, aujourd'hui, le sport de haut niveau, ça génère beaucoup d'argent. Pour qu'une nation ait envie d'investir sur toi, il faut que tu montres que oui, il y a du potentiel, que oui, il y a des médailles qui arrivent, que oui, tu peux réussir et te classer parce que sinon les gens ne vont pas nécessairement investir pour toi. C'est comme une entreprise, en fait. Faut que Ouais. tu montres que oui, ta plus-value sur 5 années que tu vas générer, c'est ça et c'est ça qui va donner envie, en fait, de donner aux gens de te suivre ou non. Donc c'est un peu toute cette stratégie et après bon, moi je parle comme ça parce que, je suis athlète indépendant. Ça veut dire, c'est moi qui ai porté mon rêve olympique sur les épaules. J'ai pas nécessairement le référentiel, tu sais, pour des athlètes qui, eux, sont vraiment soutenus. Je pense qu'on n'a pas nécessairement les mêmes enjeux. Je comprends le sous-entendu. Très clair, tu es porte-drapeau du Mali. C'est ça.
Donc c'est les personnes qui, ouvrent un peu la cérémonie de leur pays, c'est ça? C'est ça. Bah, en gros, porte-drapeau, ça veut dire quoi? Donc, pour la cérémonie des Jeux de Paris, on m'a demandé de porter le drapeau. Bah, c'était un très grand honneur parce que tu deviens, entre guillemets, «le représentant officiel», hein. Tu es la personne qu'on voit avec le drapeau, bah, à la télé quand tu es sur, la scène, et cetera. Donc, on était 2, il y avait moi et il y avait Alexis Nkouma aussi qui était un nageur. Et j'ai aussi été porte-drapeau de la cérémonie de fermeture. Pour moi, c'était une belle boucle parce que, bah, c'était symbolique. Première femme malienne à me qualifier aux Jeux en boxe, 1 femme franco-malienne aussi. Je boxais pour le pays de mon père, dans le pays de ma mère, bah, ça c'était, une boucle qui se boucle, donc c'était un peu tout ça. Ah ouais, c'était l'alignement complet des planètes Exactement. et comment ça se passe? Est-ce que tu ressens un espèce d'esprit olympique entre les athlètes? Comment se passent les combats? Bah, les Jeux olympiques, c'est la plus grosse compétition du monde, hein. Même moi, je le vois en tant que boxeuse, j'ai eu la chance de faire 3 championnats du monde avant ça. J'ai jamais ressenti un tel niveau d'émotion, en fait, que les jeux plus fort que les Jeux olympiques. Donc et ça, je pense que si tu es pas c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de grands champions qui ont manqué leurs premiers Jeux olympiques parce qu'émotionnellement, je pense qu'il y a eu une décharge où ils étaient pas prêts à ça. Et quand ils l'ont refait une deuxième fois, c'est là où ils sont devenus forts, en pleine maîtrise de leurs capacités. Donc voilà. On a beaucoup parlé de l'aspect, sportif, de l'entraînement, des compétitions, Mmh. mais toi, tu as aussi créé des associations, je pense 2 associations, Sorority Boxing et On the Road, Boxing. Avant de parler plus en détail de ces entités, c'est des, associations qui naissent, dans ta tête pendant que tu commences à t'entraîner, que tu prends tes galons en boxe? Est-ce que ça vient plus tard? Quel est un peu le cheminement Bah, pour les c'est créer? une bonne question en vrai. Je pense que j'ai toujours eu ces idées en tête. Littéralement, ça faisait, depuis peut-être 1 ou 2 ans que je l'avais en tête. Sauf que la réalité, c'est que quand tu es athlète de haut niveau, à part te concentrer sur l'entraînement, tu as peu d'espace pour faire autre chose. Moi, c'est vrai que ma priorité, c'était d'organiser tout autour de ma carrière. Donc j'avais déjà beaucoup de sujets sur la table, qui ne me permettaient pas en fait de me concentrer sur d'autres choses. Et c'est là où après les jeux, bah, tu sais, tu as un peu, comment on dit? Tu as une euphorie pendant les jeux. Après les jeux, ça s'arrête. Tu te questionnes, tu dis: «Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu es au-delà du ring?» Et tout simplement, c'est là où je me suis dit: «Non, en fait, je suis plus que ça. Je suis une boxeuse certes, mais je suis aussi capable de faire, d'être entrepreneur, d'être plein de choses». Et c'est là où je me suis dit: «Non, j'ai envie de faire d'autres choses pour me nourrir, pour me ressourcer ailleurs et cetera, pour être, solide individuellement et créer mon écosystème et préparer mon avenir». Et c'est là où je me suis dit que je vais créer l'association, donc On the Road Boxing. Donc c'est une seule association qui s'appelle On the Road Boxing et cette association porte 2 initiatives, dont Sorority Boxing. Donc On the Road Boxing, c'est une association qui utilise la boxe comme un outil de vie. Donc c'est la boxe comme école de la vie, elle s'adresse à 2 publics. Le premier, c'est les femmes avec Sorority Boxing. C'est un club de boxe itinérant où on rend accessible, en fait, la boxe olympique et les disciplines associées. Parce que, par exemple, récemment, on a fait un événement en MMA, grappling et cetera. Et le deuxième dont j'ai pas encore parlé, parce que c'est très récent, c'est Playground, où là, c'est, la boxe, adressée aux jeunesses vulnérables. Et c'est là où on travaille justement avec, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, via une structure, qui s'appelle, Citea. Parlons du 1er volet, Sorority, Boxing. Mmh. Donc je comprends que ça vise, bah, les femmes. C'est ça. Et l'idée, c'est toi, tu as perçu qu'il y avait que les femmes pouvaient se sentir, restreintes dans leur accès au sport et notamment au sport de combat? C'est quelque chose que tu as pu voir peut-être en France ou au Mali? Quelle est un peu ton idée? Quel problème tu as envie de résoudre avec ce Non, c'est une bonne question. Bah, bon, c'est vrai que moi, je suis boxeuse, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc j'ai commencé dans les cours mixtes enfants et cetera, donc j'ai jamais nécessairement été touchée par ces problématiques-là. J'ai toujours eu des coachs qui m'ont autant entraînée que des garçons et jamais différemment, mais donc voilà. Par contre, je me suis rendu compte que quand je parlais à mes amis de l'extérieur, que, bah, pour elles, c'était pas un automatisme, en fait, d'ouvrir une salle de boxe ou d'ouvrir une salle de sport de combat. Et c'est là où je me suis questionnée: «Mais d'ou qu'est-ce qui freine?» d'ouvrir la porte? Enfin De d'y ren aller enfin d'y ou aller, de se ouais, d'y dire, aller, pas de créer une, de se dire que c'est pour moi, en fait. mmh. Et en fait, ça s'explique par beaucoup de choses parce que, bah, la boxe, c'est un sport qui a une image de divertissement, qui a une image, très masculine, d'entre-soi aussi, très viril, en fait, mais où on associe des imaginaires comme Mike Tyson, le KO, Mohamed Ali et cetera. Alors qu'au final, moi, je trouve que c'est un sport exceptionnel, pour le bien-être et pour la vie en société. Et je me suis dit: «OK, j'ai envie d'ouvrir, en fait,
de permettre aux femmes de se dire: «OK, moi aussi j'ai le droit de faire la boxe, moi aussi ça peut me servir et il y a pas que la compétition dans la vie où je peux choisir ce qui me convient». Soit, la boxe loisir, soit la boxe compétitive et cetera. Donc c'était un peu ça l'idée de base. C'était démocratiser et vulgariser l'accès, de la pratique des sports de combat, au public féminin. Pour toi, quel était le point de friction principal pour les femmes? C'était que ce soit trop violent? Qu'elles se fassent emmerder, dans la salle? Qu'elles étaient pas dans un environnement, sécurisant pour s'entraîner? Je pense que c'est un peu tous ces sujets à la fois. C'est que la boxe, bon, c'est un sport masculin. La plupart du temps, il y a des coachs, hommes uniquement et on résume plutôt les femmes, à la section féminine de boxe. Tu sais, dans les salles, il y a toujours un cours féminin et souvent, c'est un cours de fitness box. Ça va très Mmh. peu de fois au-delà, sauf que, moi, je sais ce que ça fait, hein, la boxe positivement autant que négativement. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont athlètes qui m'ont partagé leur expérience et je me suis dit: «Non, en fait, c'est une question un peu de conditionnement». Oui, les femmes sont à l'aise dans les salles de sport de combat, à condition qu'on les mette à l'aise. Donc il y a aussi peut-être une autre manière de transmettre. C'est vrai que nous, dans les clubs associatifs en boxe anglaise, on va être très orientés sur la compétition, ce qui n'attire pas tout le monde et en fait, en s'orientant uniquement sur la compétition, on se ferme des opportunités, en laissant venir les gens simplement pour découvrir, pour s'amuser, pour passer un bon moment, là seulement, ils vont peut-être s'orienter vers des choses, plus concrètes. Donc c'est un peu ça ma vision. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu disais sur le fait que s'il y a un cours, de boxe et en fait, c'est pas vraiment un cours de boxe, c'est un cours de boxe fitness. C'est ça, Ce qui veut dire qu'en fait, il y a pas de cours dédié, 100 pour les femmes pour faire, de la vraie boxe. c'est ça, Pour faire de la technique, pour travailler ses enchaînements et pas que pour, taper dans un sac en musique. Alors c'est très bien, hein, de taper dans un sac en musique, mais il y a des femmes, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est qu'elles n'avaient pas de vrais cours vraiment pour monter techniquement en gamme, c'est ça, sans pour autant faire de la compète c'est ça. et s'envoyer des gros KO, à l'entraînement. C'est ça et je pense que même ça, je peux aussi le dire pour les hommes parce qu'il y a une dynamique que j'ai observée dans certaines salles loisirs, c'est: «OK, nous, ce qu'on veut, c'est juste financer les déplacements des compétiteurs. Donc on va faire en sorte que de nombreuses personnes s'inscrivent en loisirs pour, faire de l'argent tout simplement et ce budget-là, on va l'utiliser pour nos compétiteurs». Donc en fait, il y a pas de valorisation du sport loisir, je trouve. On a une vision très extrême de la performance et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est non, en fait, il y a aussi beaucoup de choses à tirer, de publics qui veulent juste se défouler. Parce que le bien-être, c'est important pour la société dans laquelle Sûr. on évolue. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on fait, je sais pas, de l'escalade ou du foot qu'on va faire les compétitions, tous les dimanches. C'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la boxe, on considère que c'est un peu un sport parallèle où si tu fais pas de la compétition, limite, tu as pas grand chose à faire, C'est ça. C'est ça et moi je me suis dit: en vrai, et c'est pour ça que ma vision elle est peut-être un peu différente. La boxe n'est pas une fin en soi, c'est juste un outil. Tu vois typiquement, moi quand je travaille avec les femmes, on travaille sur la confiance en soi en fait indirectement. OK, tu es allé au bout de la séance, ça veut dire que tu es capable d'aller au bout de quelque chose. Tu as des femmes qui arrivent, elles sont un peu introverties et plus elles viennent, plus elles s'expriment, plus elles sont souriantes, moins elles ont de tension, elles créent du lien aussi parce qu'elles se rencontrent entre elles. Voilà, elles apprennent tout simplement à prendre leur place, je dirais. Donc pour moi, la finalité, c'est plus, je veux, travailler la confiance en elles-mêmes de ces femmes qui viennent, plus que la compétition et après, si un jour il y a une femme qui me dit, «Je veux, faire de la compétition», c'est très bien. Moi, j'ai un réseau de clubs qui sont géniaux, et je peux t'orienter vers eux en fermant les yeux. Dans l'idéal, dans peut-être 5, 6 ans, le club sera aussi un club compétiteur, donc on verra. et tu sentais qu'il y avait un attrait des femmes pour les sports de combat? Ou Je dirais oui. Oui, mais timide. Timide au sens de elles osent pas le dire. Elles ont un attrait, mais elles se disent: «Dans tous les cas, c'est pas pour moi, pourquoi est-ce que j'irais?» et cetera. Donc c'est elles-mêmes souvent qui se limitent, en fait. Et au final, quand elles viennent oser, elles se disent: «Waouh, la boxe, c'est génial» et elles ressortent, en souriant, elles ressortent défoulées. J'en ai plein, tu sais, parce que, moi, mon club, il est itinérant. Donc une chose que j'ai pas précisé, c'est que c'est un club qui bouge. On est entre plusieurs lieux, on est entre Ground Control, Cité Fertile, un peu, tous les tiers-lieux, parisiens et l'idée, pour moi, là, c'est juste de faire découvrir la boxe anglaise. Parce qu'on n'a pas encore un format fixe. C'est plus de faire découvrir et qu'elles se disent: «Ah ouais, en fait, c'est un sport pour moi». Maintenant, la prochaine fois que je verrai un club de sport, j'oserai y aller parce que j'ai déjà testé, parce que j'ai quelques bases, parce que je me rends compte que c'est accessible, parce que je me rends compte que je suis capable. C'est tout, en fait. C'est un peu ces messages-là que je veux transmettre.
Est-ce que tu sens aussi que dans le sport, j'ai l'impression, que les femmes prennent de plus en plus, une place importante, se visibilisent? Je vais prendre un exemple très concret. À côté d'ici, dans le 11e arrondissement, il y a un spot de street workout. Mmh. Il y a quelques années, je pense qu'on voyait pas quasiment aucune femme dessus et maintenant elles viennent, elles font, des muscle up, des tractions, et cetera. Dans les salles C'est de vrai. sport aussi, on les voit, je pense, beaucoup plus. Tu as senti que ce phénomène s'est développé? Ou, Ça se développe. Non, c'est clair qu'il y a une demande de la part des femmes. Il y a une demande, parce que les femmes ont peut-être plus les moyens aussi et plus le temps de prendre, soin d'elles, parce qu'elles se rendent compte que, au-delà du travail, il y a une vie aussi, que, ces sports dits masculins, en fait, sont aussi accessibles, aux femmes. Il y a aussi de plus en plus d'hommes qui essaient de faire des espaces pour les femmes dans ces milieux-là, donc je pense que c'est une dynamique qui doit pas nécessairement opposer, tu sais, les hommes et les femmes, mais se faire ensemble, donc ça, c'est positif. Après, plus de visibilité, ça veut pas dire non plus qu'on est encore arrivé au bout. Parce qu'il y a je pense, des préjugés qui persistent, tu vois? Et que ça va venir sur le long terme. Déjà, la première étape, c'est rendre visible, rendre accessible. Une fois que c'est rendu accessible, OK, les gens peuvent prendre leur place, s'installer dans le lieu et une fois qu'ils s'installent dans le lieu, progressivement, ils font changer les mentalités et ça devient, une norme. très clair. Tu te définissais comme une entrepreneuse également. Oui, Les donc ces associations, j'imagine que cette association, tu as envie de la faire, grossir, c'est ça, qu'elle touche le plus de gens, possible. Ça te prend, combien de temps? Est-ce que c'est une association, donc a priori c'est à but non lucratif, mais bon, c'est ça. voilà, c'est du temps qui est passé, donc il faut quand même, qu'il y ait une sorte de contrepartie quelque part. Quelle est Mmh. ta vision, sur cet asso? Pour moi, cette association, c'est un peu une forme d'héritage aussi, hein. C'est ma vision de la boxe, c'est un peu ce que j'ai envie de montrer de ce sport. Parce que, c'est un sport qui a pu être décrié à de nombreuses reprises. Dès qu'il y a un problème dans la boxe, on essaie d'assassiner ce sport, alors que pas du tout. C'est un sport incroyable et moi, je veux montrer qu'on peut l'utiliser autrement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a pas que la compétition dans la vie. La boxe, ça peut être un simple outil. Je le vois quand je travaille avec des jeunes de l'ASE. Au début, ils arrivent, ils sont sous tension. Il y en a plein qui ont subi des violences, qui ont vécu des violences symboliques et physiques extrêmes et au final, ils se reconstruisent grâce à ça. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, je vois que au niveau du projet, pour moi, la vision, c'est une belle plateforme aussi. Mon association, c'est pas à but lucratif, c'est à but non lucratif. L'objectif, c'est pas de gagner sa vie avec, c'est juste de créer un héritage et c'est aussi une belle plateforme pour moi parce que c'est ma vision de la boxe que je présente et quand je fais ces projets-là, j'ai beaucoup de gens après, de clients qui me sollicitent, par rapport au modèle entrepreneurial et moi, ça me permet d'avoir d'autres opportunités ailleurs. Donc c'est un peu ça. Et le but de l'association aussi, je vais terminer là-dessus, c'est que c'est aussi une manière de nous, on travaille qu'avec des coachs femmes, par exemple. Donc c'est aussi une manière de montrer les sports de combat autrement, parce qu'il y a de un côté le fait de rendre accessible aux pratiquantes, mais il y a aussi un autre côté qui est de, donner un espace safe et sécurisé, aux femmes coachs. Ouais, Très clair. Tu parlais de modèle entrepreneurial. À côté de ces associations, tu as également des activités, qu'on pourrait qualifier de journalistiques ou de consultante, ouais, média. oui. Ça, c'est le 1er levier de monétisation de ton expertise et de tes compétences? Alors ça, je dirais que c'est le deuxième parce qu'il y a un levier que j'ai pas encore, en vrai, bon là, ça me permet de présenter pas mal de choses, ce Bien qu'on sûr. dit ensemble, mais en gros, je suis consultante dans le sport. Ça veut dire que mon premier levier aujourd'hui, c'est j'ai des personnes qui me sollicitent, qui me disent: «OK, on a une thématique», voilà, ça peut être, une thématique directement liée au sport, imaginons les violences sexistes et sexuelles dans le sport, comme une thématique très éloignée du sport, à savoir, créer de la cohésion, gérer des conflits et cetera. On me sollicite, pour mon image d'athlète olympique bien sûr, mais aussi pour mes compétences, et on me dit: «Marine, on aimerait que tu nous proposes, une solution». Ça peut être un atelier, ça peut être un programme, ça peut être, un séjour, un séminaire, une conférence pour résoudre tout ça et c'est pour ça que je suis consultante. Ça passe par la voie médiatique parce que je travaille pour RFI aujourd'hui. Je travaille dans l'émission Mondial Sport où, je vais décortiquer, analyser cette actualité sport de combat, écrire des portraits sur les athlètes. Par exemple, j'ai eu la chance de faire Carlos Takam, Bakary Samaké, Tony Yoka, Aya Sissoko aussi pour la boxe, Hugues Fabrizongo ou encore Cheikh Salah Cissé pour, le taekwondo et l'athlétisme et à côté de ça, je suis aussi, je travaille dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, je sais pas si c'est un peu clair, c'est ça en fait. Prenons-les, les uns après les autres. Donc tu disais consultante dans le sport, c'est-à-dire que C'est par ça. exemple,
une entreprise, t'appelle pour un séminaire, Oui, par exemple. c'est ça. C'est quoi les quels sont les cas clients que tu as eu un peu, Bah, heu là, typiquement, récemment, j'ai la fondation d'Auteuil qui m'a sollicité ouais, pour un groupe de 10 jeunes filles qui sont en décrochage. donc Heu, l Décrochage de vie, rupture, j situation de fragilité. juste la Hem fondation d'Auteuil, c'est la fondation pour les apprentis? C'est ça, exactement, la fondation pour les apprentis d'Auteuil, qui m'a sollicité pour, faire un projet sur comment, aider les jeunes filles à se réinsérer, en fait. Et j'ai mis en place un atelier Box et Empowerment où on a bien sûr, bah, une session boxe, mais qui reste orientée, sur des cas concrets, et ensuite, une session talk où, bah, je vais faire, tu sais, une mini conférence avec un atelier de prise de parole en public pour les jeunes filles. Donc c'est ça, par exemple. Ça, c'est un format que tu reproduis, assez régulièrement? Une session boxe, ensuite un échange et une conférence, c'est un Bah, moi, ce que j'aime faire, je suis pas fan, tu sais, de juste parler, parce qu'il y a beaucoup de choses concrètes, les gens sont pas tous là à s'imaginer des choses. Il y a des gens qui ont besoin d'une vision plus claire. Donc moi, je trouve que la boxe, c'est un super outil. Tu vois, la boxe, le cours de boxe, bah, toi, tu dois en faire ouais, aussi, tout donc à fait. c'est concret. Tu vois, quand je parle de mon expérience, que je vais faire une conférence, par exemple, sur, la difficulté d'être une athlète femme pour un pays africain, les gens vont se dire: «Ah ouais, c'est dur». Jusqu Et quand ils mettent, les pieds dans un cours de boxe que je donne, ils vont se dire: «Ah oui, mais c'est encore plus dur que ce que je pensais, parce que voilà les émotions qu'elle a ressenties, voilà les sensations qu'elle a ressenties, parce que eux mêmes l'ont ressenti». Donc ça crée de l'empathie business, tu vois? Donc pour moi, mon meilleur outil de vente, c'est les cours de boxe. Et après, bah, en fonction de la demande, ça va être, ça peut aller du simple cours au programme complet, à l'atelier, à la conférence. Juste pour bien se rendre compte, ça peut Ouais. durer une journée, 2 jours, une semaine? Bah, tu vois, typiquement, là, l'atelier avec la Fondation des apprentis d'Auteuil, ça a duré une après-midi. La semaine prochaine, je vais faire une conférence, une table ronde. Ça va durer une soirée. Dans un mois, j'ai aussi un atelier, voilà, enfin, ça dépend. Le programme, par exemple, que je fais avec Citea pour les jeunes de l'ASE, ça s'étend sur une année. Donc voilà, il y a différents timings, Différents différentes formats timelines, et cetera et cetera. et cette activité de consultante, elle est venue parce on t'a démarché directement? Ou c'est toi qui avais envie de structurer, cette activité-là? Bah, je pense que c'est à force de transformer certaines, opportunités en projets concrets. Je me suis dit: «Bah, en vrai, autant me lancer là-dedans», parce que, bah, après les Jeux, j'ai eu beaucoup le temps de réfléchir. J'ai eu beaucoup de sollicitations, de gens qui m'appellent, et à un moment donné, tu te dis: «Mais en fait, il y a un vrai projet, c'est aligné avec qui je suis», parce que on me demande justement de partager mes expériences, de transformer ce que moi j'ai pu vivre en quelque chose de concret. Et naturellement, je me suis dit: «Bah, le meilleur mot pour assembler tout ça, c'est consultante». Ouais et puis aussi tu peux te dire: «Oui, moi je veux bien donner de mon temps, mais bon, à un moment C'est donné, il ça. faut aussi qu'il y Et ait, enfin». voilà. Et aussi, bah, pour continuer sur ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, quand tu quittes les Jeux olympiques, tout s'arrête. On l'a vu avec certains Ouais. athlètes français, tu plus de budget, tu plus de moyens, tu là, tu retournes chez toi, tu retournes chez tes parents, tu en mode: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai 30 ans, j'ai pas d'argent sur mon compte bancaire parce que, bah, j'ai tout mis dans mon projet sportif. Il faut que je me reconstruise d'une autre manière», tu vois? Et c'est là où je me suis dit: «Non, en fait, clairement, le temps, c'est de l'argent. Au début, c'est cool, tu explores». Tu vois, moi, comme je t'avais dit, en fait, en gros, j'ai toujours mené un double, triple projet jusqu'à notamment 2019-2020. Et à partir de 2020, c'est là où je suis devenue que athlète, ou en tout cas que dans le monde de la boxe. Parce que, bah, tu sais, cette mentalité de si tu veux réussir dans la vie, dans la boxe, faut que tu fasses que de la boxe, je l'avais un peu intégrée. Et jusqu'aux Jeux de Paris, j'étais que boxeuse. J'ai fait 2 ans et demi dans un centre sportif où, à part la boxe, je voyais rien d'autre. OK. Rien d'autre. Boxe matin, Et midi, soir, quoi. matin, mi-soir, 3 entraînements par jour, 12 entraînements par semaine. À un moment donné, quand tu sors de là, tu es lessivée, quoi. Et donc je me suis dit: «Non, Marine, tu es quelqu'un qui a plus de choses, en fait. Tu es plus que ça». Donc pendant une année, 6 mois, j'ai été à toutes les conférences, j'ai échangé avec les gens, je me suis remise à mon LinkedIn. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est Tout rencontrés. à fait. J'ai commencé à partager un peu mes idées, et ça m'a ouvert des portes. Ça m'a fait rencontrer des gens du monde de l'entrepreneuriat. J'ai fait un peu des immersions dans des startups, j'ai participé à des conférences de la tech, voilà. Et je me suis dit: «Ah ouais, il y a un truc à faire là. Les gens apprécient ce que je dis, ce que je fais, ce que je transmets. Pourquoi pas le transformer en quelque chose de viable financièrement pour Ouais, moi?» une entreprise, Parce que, bah, donner son temps, c'est c'est ça. bien, mais quand tu es déjà en situation de précarité, bah, en fait, tu Ouais, peux pas te permettre, en fait, de faire ça, tout le temps. Donc j'ai c'est arrivé de ça un peu. et alors je vais mettre les pieds dans le plat, mais tu penses que c'est parce que quand on est une femme, les gens se permettent plus de te demander de partager ton temps,
C'est De une bonne question. Continue, oui, tu voulais rajouter un truc? non, c'est ça. Est-ce qu'ils se disent: «Ah bah, Marraine, elle est super sympa, je vais l'inviter pour faire un séminaire, dans ma boîte et bon, si elle me demande pas de la payer, finalement, je vais pas la payer». Bah, je pense qu'il y a un il y a C'est un un peu provoque, hein, mais ouais, c'est un je peu provoque. Bah, en fait, il y a cette image, je m'en suis rendu compte récemment. Souvent, quand les gens nous voient de l'extérieur en tant que boxeurs, ils se disent: «Mais on est tellement fort parce qu'on tape les gens pour vivre» et les gens nous tapent pour vivre. Donc typiquement, ils ne s'imaginent pas qu'on puisse être dans une situation de vulnérabilité. Ils se disent: «Mais c'est impossible, cette personne est trop forte, elle fait les jeux olympiques, elle est au sommet du monde, ça peut pas être, elle peut pas être en situation dans le pas rouge et dormir chez cetera. ses parents Ça et n'existe pas». galérer, ouais. Exactement. Donc donc il y a ça. Donc forcément, ils vont pas avoir le côté, ils se disent: «Non mais elle est sa vie est trop facile. Donc voilà, que je la paye ou pas, voilà et si je peux ne Ouais. pas la payer, tant mieux». Tu vois? Il y a de ça déjà. Ensuite, il y a l'image de peut-être oui, le sport féminin, ça peut exister, tu sais, l'image de la femme plus généreuse que l'homme ou j'en sais rien, ou la femme qui n'est pas capable de négocier pour elle. Parce que moi, il y a des situations que j'ai vécues où quand j'ai commencé à dire: «Bah, écoute, si tu veux que je vienne intervenir, c'est tant», il y a beaucoup de gens qui étaient offusqués, tu vois? Alors que quand j'ai des amis, bah, hommes qui vont faire la même négociation: «Ah oui, OK, let's go». Mmh, Ça, c'est réel. Pas avec tout le monde, mais ça existe, oui. mmh. Je comprends. Je reviens juste un cran en arrière. Tu disais que tu te mettais sur LinkedIn, que, tu visitais, enfin que tu allais faire des enfin, je sais pas quel format, mais dans des startups. J'ai Mmh. l'impression qu'en fait, tu sors de la salle de boxe et tu t'ouvres au monde, en C'est fait. ça. Et on se rend compte que finalement, il y a pas que des rings et des sacs de C'est ça. frappe, mais qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à faire. Comment tu découvres un peu cet univers? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Tu te dis: «Mais pourquoi ça se passe comme ça?» Bah, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu peur, tu sais? Peur de ne pas savoir, peur de pas être à ma place et cetera et au final, en fait, tout a fait sens parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de codes du monde sportif qui ressemblent au monde de l'entreprise. Tu vois, j'ai fait une immersion à Trainme, qui est une start-up dans le sport, qui gère des coachs sportifs et en fait, même si peut-être tu as pas, certaines, formations techniques comme le fait d'être développeur ou autre, beh, finalement sur le côté soft skills, prise de risque, réflexion, challenge, comment est-ce qu'on fait face à une contrainte? Comment est-ce qu'on gère cette responsabilité-là? Bah, tu es au top, en fait et c'est là où je me suis dit: «Mais il y a tellement de liens entre le sport et le monde de l'entreprise que ça fait sens de s'y lancer». Parce que, bah, finalement, être un champion sur le ring, c'est pareil, en fait, quand tu lances un projet, même toi, tu dois le voir, quand tu lances ton projet podcast, ça te demande une discipline, ça te demande d'être, déterminé, d'aller de A à Z avec un plan bien défini. Être athlète, c'était ça pour moi et je pense que mon projet, il est différent aussi et que j'ai peut-être un profil à part parce que, comme je le disais, moi, j'étais athlète indépendant, donc j'étais à la fois l'athlète et la fédération en même temps. Donc j'ai eu la chance, de par cette, j'ai pas envie de par ces manques en fait, ça m'a forcé à être polyvalent et un peu un couteau suisse. J'étais mon nutritionniste, j'ai été mon manager, c'est moi qui me suis inscrit à des tournois donc le fait d'avoir vu tout ça dans le sport, quand je suis allée vers le monde de l'entreprise, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, j'étais plus surprise du tout» et je me suis dit même: «C'est là que ma suite doit s'écrire», tu vois? Mmh. Je trouve que dans la boxe, même quand tu es en amateur, à chaque cours de boxe, tu te mets un peu en difficulté quand même. Ouais, Quand tu fais des cours où il y a un petit peu d'opposition, et que tu tombes contre quelqu'un qui fait, 1 fois et demi ton poids et 15 ou 20 c'est vrai. centimètres de plus, tu te dis toujours: «Bon, ça va être un peu compliqué», mais en fait, une fois que tu l'as fait, tu es content et je pense que dans le monde de l'entreprise, tu peux être confronté à des difficultés, des choses que tu sais pas faire C'est ça. et de te dire: «Bon là, je sais pas comment je vais faire, mais bon, je me rappelle que quand je suis à la boxe quand même, je me démerde pas mal et j'ai pas peur de l'adversité». Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est archi, transférable Je suis d'accord. d'un monde à l'autre. Hem, En plus, de cette activité de consultante, tu es aussi dans les médias, notamment sur RFI, où tu fais des portraits d'athlètes. C'est ça. Comment tu rentres un petit peu dans cet univers? En gros, c'était une opportunité que j'ai saisie, c'est-à-dire que RFI m'a contactée pour faire un portrait sur moi à la base. Donc c'est une première émission qui s'est super bien passée où ils ont raconté justement mon histoire et suite à cette émission, bah, ils se sont dit: «OK, il y a quand même du potentiel, tu es quelqu'un qui s'exprime bien, qui sait mettre des mots sur, des sensations, des émotions, tu connais le monde du sport. Est-ce que ça te dirait de nous rejoindre dans l'équipe en tant que consultante média?»
Et moi, j'ai saisi l'opportunité parce que, être grand reporter, c'était un de mes rêves d'enfance, en fait. Donc je me suis dit: «Waouh, RFI, pourquoi pas?» Et de fil en aiguille, tu challengé. Un jour, ils te demandent de faire l'émission, ils te demandent de faire un portrait, une chronique et tu apprends sur le terrain et je pense que ça, c'est une de mes grandes forces. Moi, je suis quelqu'un qui apprend très, très vite. Donc tu vois, aujourd'hui, je suis capable de couvrir des conférences de presse, je suis capable de poser des questions, de préparer des portraits et ça, je l'ai appris juste, en faisant. OK. Il y a cette première activité de consultant dans le sport, hem, la deuxième chez RFI, tu as les associations sur le côté, ça fait beaucoup, C'est vrai. heu et j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que c'est plus cette voie entrepreneuriale qui te challenge, enfin qui te motive, C'est ça. qui te donne envie. Donc, est-ce que finalement aujourd'hui tu te sens plus athlète, plus entrepreneuse? Comment tu vois un petit peu les choses C'est une pour, bonne question. Je pense que je vais y répondre très simplement, mais peut-être bizarrement, je me sens plus moi. C'est-à-dire que, OK, jusqu'à 2024, j'étais dans une phase où oui, je veux vivre la vie d'un athlète de haut niveau, en centre de haut niveau, et ça m'a plu. Ça m'a fait travailler de nombreuses choses. J'ai atteint un niveau dans mon sport, que peu ont réussi et c'est une très, très grande fierté, tu vois? Maintenant aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie de construire d'autres choses parce que une des leçons que j'ai retenues après, les jeux olympiques, c'est que quand tout s'arrête, que tu es seule dans le noir, il y a peu de personnes qui te rappellent, tu vois? Et je me suis dit: «OK, quelles sont mes fondations? Si demain, je suis blessée et que mon sport s'arrête ou si demain, je sais pas, les performances baissent, qu'est-ce qui me reste, en fait?» Et à cette époque-là, il me restait rien après Paris. Donc je me suis dit: «Non, maintenant, il faut que je me sécurise un peu plus. Faut que je rentre dans cette phase, tu sais, de maturité où tu te dis: "OK, dans 10 ans, j'ai envie de faire ça. Dans 20 ans, j'ai envie de faire ça"». Et ça te demande de ne plus être juste athlète. Parce que, en France, la réalité, c'est qu'on ne vit pas de son sport, et encore moins au Mali, parce que, il y a peu de moyens et comme je l'ai dit, il y a pas de modèle de performance qui comprend quels sont les enjeux, en fait, d'un athlète de haut niveau. Moi, je me suis rendu compte en fait, je suis juste revenue aux sources. Tu vois, quand j'étais à Dauphine, en alternance là aux États-Unis, j'étais aussi athlète, je m'entraînais 3 heures par jour et je me suis rendu compte, que cette mentalité américaine, tu sais, d'être tout à la fois, mais avec choix, ça me correspondait et j'ai eu juste envie de diriger vers ça, en fait. et ce qui est différent dans ton cas de beaucoup de boxeurs, qui ont commencé très tôt et qui ont tout donné là-dedans, c'est que toi tu t'es sécurisé avec des études C'est ça, aussi. c'est ça. Donc c'était aussi déjà un peu un filet de sécurité, parce qu'en plus Dauphine, super école, enfin super, Mmh. C'est vrai. super université. Et là tu te dis dans 5, 10, 20 ans, j'ai envie de me dire, de savoir où je suis. C'est quoi? Enfin tu te vois où justement? C'est c'est une bonne question. Enfin tu sais que tu as envie de te voir quelque part, Ouais. mais encore où, Non, j'avoue que j'ai tu en fait, il y a une chose que j'essaie tu sais, quand tu es athlète de haut niveau, tu as besoin d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, tu vas jusqu'à Z parce que tu as ton objectif final et tout ce que tu veux, c'est y arriver. Là, j'essaie de changer un peu de mentalité, c'est un challenge pour moi. Je sais où je vais, c'est-à-dire il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses que j'ai envie de vivre ou autre. Tu vois, quand j'ai, l'association, j'ai un plan, je sais où je vais. Quand j'ai mon métier de consultante, je sais où je vais. Par contre, plus tard, j'ai pas envie de me fixer de plan d'arrivée, j'ai envie de me laisser surprendre aussi. Mais dans les sujets qui m'intéressent, il y a la tech forcément, il y a le monde du VC, de l'investissement qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi l'étranger, le monde anglophone, parce que je pense avoir une mentalité qui peut être un peu plus alignée avec ces manières de penser là. Donc c'est ça, je dirais ouais, VC, investissement, et anglais tu as envie ou, d'entreprendre en fait? Et l'entrepreneuriat. par exemple, là, tu dis: «Bon, finalement, je sais pas trop exactement dans 10 ans», mais si on se met quelques années en arrière, tu as chopé les opportunités, quand elles se sont présentées, comme pour les C'est ça, médias, comme pour consultants, donc peut-être que c'est ça les 10 prochaines années? c'est Tu vas ça avoir et je pense que, tu sais, quand tu as fait les jeux olympiques et que tu as atteint un niveau émotionnel très, très fort, tu sais aussi plus ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et aujourd'hui, je sais peut-être pas exactement ce que je veux être dans 10 ans. Par contre, quand je dis non, je sais que c'est un vrai non, tu vois? Et que c'est pas par dépit ou voilà. quand tu dis non à quoi? Imaginons, tu sais, comme on disait tout à l'heure, tu as des gens qui vont te solliciter Oui, pour des prestations gratuites. Je vais dire non parce que c'est pas aligné avec ce que je veux, parce que moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vivre, en tant que oui, bien sûr. consultante. Donc c'est plus ça et c'est ces petits non-là
qui vont te diriger vers la base Ouais, finale, tu je dirais. protèges ton temps aussi, hein. C'est ça. Bah, parce que tu l'as vu, hein, tu as vu mon emploi du temps, il est très chargé. La semaine dernière, j'étais à Nantes, la semaine prochaine, je serai au Portugal aussi parce que je continue de m'entraîner. Du coup, on en parlera peut-être après, mais Ouais. je reste athlète de haut niveau. Donc voilà, je suis obligée d'être assez assertive, tu sais, sur mes engagements, ouais, sur ce que je fais. Parlons justement pour finir, cet épisode de la suite sportive. Alors on ne sait pas ce qu'il y a dans 10 ans, mais en 2028, il y a Los Angeles. C'est ça, Tu conserves une ambition olympique forte? Parce que bon, les jeux olympiques, j'imagine, on peut pas les faire à moitié, quoi. c'est vrai. Non, mais c'est clair que les jeux olympiques, c'est, le plus haut niveau de compétition. Compétition au sens de compétitivité. C'est-à-dire, tu vois, dans ma catégorie, tu que 15 places dans le monde, donc tu peux pas te permettre d'être à moitié quand tes adversaires, elles, sont à fond et qu'elles se dédient à fond. Maintenant, il y a une chose que j'ai appris cette année, parce que ça fait quand même 1 an et demi maintenant que je suis loin des rings. Je m'entraîne, mais je n'ai pas encore reboxé. C'est que pour un profil comme le mien, c'est pas que le travail qui paye, c'est aussi le bien-être, et le bien-être, ça passe par s'accomplir en dehors du sport. Donc il y a des gens qui vont se dire: «Mais Marine, oui, ce que tu fais là, est-ce que ça t'amène vers ton objectif? Est-ce que tu as le temps de t'entraîner?» Oui, j'ai le temps en fait. Je m'organise différemment. Oui, il y a peut-être des jours où je vais manquer, par exemple, un entraînement. Par contre, je sais que quand je le fais à fond, ce qui n'était pas le cas parce que quand j'étais dans le centre, tu sais, à un moment, tu deviens un robot. Quand tu fais 3 entraînements par jour, tu as plus la capacité mentale de t'engager à fond et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais être plus efficace aujourd'hui en m'entraînant une fois par jour sur 1h30 bien condensé où je me donne à fond, qu'en faisant 3 entraînements par jour où, bah, il y en a un où tu es pas là, quoi. Ouais, tu Donc fais moins mais mieux, quoi. ouais, parce que, bah, je me connais, donc je suis beaucoup plus efficace. Je sais aussi de qui je m'entoure parce que, bah, maintenant je suis capable de choisir avec qui je m'entoure et cetera et ça fait la différence. Donc Et moins tes entraînements. c'est ça et aussi je sais que j'ai le choix. Tu sais, quand tu es athlète, surtout dans le monde, bah, associatif, on a tous ces systèmes un peu, bah, de loyauté, c'est ton coach et cetera, faut continuer ou c'est ton club et cetera. Moi, je suis passée plus sur un modèle entrepreneurial, Ouais. c'est-à-dire, OK, je dois trouver un coach pour me faire atteindre mon objectif. Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce qu'il a la capacité de? Oui, bah, c'est très bien. Non, bah, c'est pas grave, il y a d'autres coachs qui existent et c'est pas non plus une mentalité de consommation, c'est juste que comme je le disais, je suis plus efficace, je sais ce que je Ouais. veux et j'ai besoin de gens alignés avec ce que je veux et ça reste respectueux et ça reste, de la cohésion et du collectif. Et puis c'est toi qui vas monter sur le ring, in fine, donc C'est ça, je pense que tu as le droit de choisir la personne, qui te plaît c'est le ça, mieux et c'est peut-être ça. que le coach que tu as eu dans ton club, bah, voilà, peut-être qu'il est moins adapté à toi, actuellement. C'est ça et je pense qu'on grandit tous, tu sais, bah, comme je le disais, il y a 4 ans, j'étais que boxeuse, donc être dans une structure sportive olympique où tu fais que de la boxe, c'est génial. Aujourd'hui, je suis athlète entrepreneur, donc je vais avoir des horaires un peu décalés. Il y a des jours où je peux m'entraîner que le matin, des jours où je peux m'entraîner que l'après-midi, et ça, pas tous les coachs vont nécessairement le comprendre. Donc c'est important d'être avec quelqu'un qui, tu sais, ne te crée pas des blocages, inutiles, mais qui au contraire soutient, ce que tu fais, tout en étant bien sûr, rigoureux et transparent. Parce que Mmh. voilà, À Los Angeles, tu sais déjà qui tu pourrais potentiellement affronter? Tu disais qu'il y avait 15 places dans cette catégorie? c'est ça. Bah et en fait, ce qui est complexe avec la boxe, c'est que, je sais pas si tu avais un peu suivi les scandales, mais la fédération de base, l'IBA, a été, dépossédée de sa capacité à organiser les Jeux olympiques. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fédération qui est la World Boxing et en fait, les, mécanismes de qualification olympique n'ont toujours pas été confirmés. Donc, je suis pas en mesure de te dire, aujourd'hui, est-ce que ça va être un ranking? Est-ce que ça va être un tournoi de qualification? Si oui, combien de personnes vont être acceptées sur le tournoi de qualification? Normalement, vu qu'ils augmentent les catégories olympiques, pour avoir, autant de catégories femmes que de catégories hommes, les places vont forcément se réduire parce qu'ils peuvent pas augmenter le nombre de boxeurs. À Paris, on était 22, chez les femmes. Là, je pense que ça va passer à 15. Au niveau des grandes nations, dans ma catégorie, tu as la Pologne, tu as l'Inde, tu as le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Chine, l'Asie entière, qui est vraiment une zone en fait de qualité et moi-même, tu vois, ça me donne envie d'aller faire plus de stages là-bas, de me confronter aux meilleurs dans cette optique justement d'être, plus efficace. Des fois, il faut bah, moi, tu vois, mon modèle d'entraînement aujourd'hui, c'est simple, c'est 10 jours par mois, je suis au centre olympique. Le reste du temps, je suis à Paris et je m'entraîne avec un entraîneur, qui est ici pour maintenir. Voilà, donc c'est un peu une organisation et je me dis: «Bah,
tu vois, si tu veux être la meilleure, faut se confronter aussi aux meilleurs. Donc voilà, il y aura cette, question-là de se déplacer dans ces zones, prochainement ou de les faire venir. Carrément, tu peux te dire, Ouais, carrément, ouais, c'est possible. Bah, parce que tu vois, typiquement, le centre olympique où je suis, c'est un centre qui est capable d'accueillir, pardon, des athlètes de haut niveau, tu vois? OK, OK. Tu leur dis vraiment: «Allez, venez, et je vous casse la gueule, quoi». Par exemple, pas comme ça, mais venez sous le soleil de Lisbonne, c'est cool, tu vois? Plutôt comme ça, en OK. fait. Marine, on arrive au bout de l'épisode. Si on veut te contacter, avec, On The Road Boxing, il y a des réseaux sociaux, j'imagine, ou, pour te solliciter, donc vous avez compris, c'est pas gratuit, hein? Non, ça dépend. Après, tu sais, tout est intéressant. Tu vois? Bah, aujourd'hui, je trouvais ça cool de venir, bah, parce qu'on a une passion commune, le sujet est trop cool, donc voilà. Ça dépend ça dépend, en fait. C'est chaque chose en son temps, tout se fait sur mesure, voilà. Super. Bah, merci beaucoup Bah, Marine, merci à toi pour le pour le moment. et à la prochaine. À très Ciao. vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.